En novembre 2020, une vague de la hauteur d'un immeuble de 4 étages, soit 18 mètres, a été observée au large de l'île de Vancouver, au Canada. L'équipe de Marine Labs, la société responsable de la bouée prise dans cette vague, n'en croyait pas ses yeux en examinant les données. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'une force colossale surgisse soudainement, entraînant la bouée vers le bas avant de la propulser en l'air, puis de l'aspirer de nouveau plus profondément. La probabilité qu'une telle vague se forme est d'une fois tous les 1300 ans, ce qui a poussé l'équipe à vérifier minutieusement qu'il ne s'agissait pas d'une erreur technique. Marine Labs a transmis les données à un spécialiste des vagues scélérates de l'Université de Victoria. Après une analyse approfondie, les résultats ont été validés et rendus publics en février 2022. Cette vague scélérate a été officiellement reconnue comme la plus grande jamais enregistrée, atteignant une hauteur 3 fois supérieure à celle des vagues environnantes. Heureusement, ce monstre n'a causé aucun dégât, car il s'est manifesté loin des côtes. Pendant des siècles, les vagues scélérates étaient considérées comme de simples légendes de marins. Christophe Colomb lui-même a décrit une vague scélérate, bien que ce phénomène n'ait pas été reconnu à son époque. En août 1498, au cours de sa 3e expédition vers les Amériques, Colomb traversait un détroit près de Trinidad lorsqu'une immense vague a soulevé ses navires. Ils ont tenu bon et poursuivi leur périple. Et cette région est aujourd'hui connue sous le nom de Bouche du Dragon, telle que l'a baptisée Colomb. En 1826, l'explorateur et capitaine français Jules Dumont d'Urville traversait l'océan Indien à bord de son navire, l'Astrolabe. Pris dans une terrible tempête, il observa plusieurs vagues dépassant les 24 mètres de hauteur, dont une atteignant celle d'un immeuble de 10 étages. L'équipage perdit un membre, mais 4 survivants, dont le capitaine, parvinrent à atteindre la terre ferme et à raconter leur épopée. À cette époque, les savants pensaient que les vagues ne pouvaient guère dépasser 9 mètres, et cette histoire est donc passée pour un tissu de sornettes. De nombreux témoins ont rapporté des histoires de vagues géantes surgissant de nulle part, mais les scientifiques n'ont officiellement reconnu la première vague scélérate qu'en 1995. Connue sous le nom de vague de Draupner ou vague du Nouvel An, ce monstre marin a frappé la plateforme gazière norvégienne de Draupner le lendemain du réveillon. Elle a atteint une hauteur de 26 mètres, tandis que les vagues environnantes étaient 2 fois plus petites. Conçue pour résister à des vagues de 19 mètres et équipée des capteurs les plus avancés de l'époque, la plateforme a survécu à cette vague exceptionnelle, qui est devenue une sensation dans le monde scientifique en raison de ses propriétés uniques. Suite à cet événement, une définition officielle des vagues scélérates a été établie. Il s'agit de vagues dont la hauteur représente plus du double de celle des vagues environnantes. Ces monstres, rivalisant presque avec les rases de marée, peuvent surgir soudainement dans une mer agitée ou apparaître de nulle part dans des eaux calmes. Elles se caractérisent par des flancs abrupts et une profonde dépression en dessous, ressemblant à un mur d'eau émergeant de la mer. Leur intensité est telle qu'elles peuvent même engloutir des hélicoptères de sauvetage en pleine intervention. Les vagues scélérates diffèrent toutefois des tsunamis. Ces derniers se manifestent lorsqu'un grand déplacement d'eau se produit, comme lors d'un tremblement de terre, d'une éruption volcanique ou d'un glissement de terrain, perturbant toute la colonne d'eau. En mer, un tsunami peut passer inaperçu, mais près du rivage, dans des eaux peu profondes, ces vagues peuvent atteindre des hauteurs phénoménales. Les vagues scélérates, en revanche, se forment à la surface de l'eau, bien que certaines puissent se former en profondeur et sont alors appelées des vagues scélérates internes. Les scientifiques et les marins ont identifié certaines statistiques concernant ces vagues. Elles se forment plus fréquemment lorsque des trains de vagues rencontrent des courants océaniques rapides. La côte sud-africaine est particulièrement propice à ce phénomène. On craint que ces vagues monstrueuses deviennent plus fréquentes à l'avenir en raison de l'augmentation de l'énergie dans l'atmosphère et l'océan. Cela pourrait entraîner des vagues scélérates plus grandes et plus fréquentes, ainsi que davantage de navires perdus en mer. Les vagues scélérates ne se limitent pas aux océans et peuvent également survenir dans les lacs. Le lac supérieur est le théâtre d'un phénomène baptisé les Trois Sœurs, une série de 3 grandes vagues consécutives. La deuxième vague submerge les ponts des navires avant que la première n'ait disparu, et la troisième ajoute encore plus d'eau, surchargeant le navire. Cette théorie est avancée pour expliquer le naufrage du bateau à vapeur Edmund Fitzgerald en 1975. Les vagues scélérates sont particulièrement dangereuses car elles peuvent créer des trous scélérats dans l'eau. Lorsque la vague se forme, elle attire toute l'eau environnante, créant des creux très profonds à sa base.
Si la proue ou la poupe d'un navire se retrouve dans l'un de ces trous, le navire peut sombrer instantanément. Certains océanographes pensent que les vagues scélérates pourraient être responsables de la disparition de navires dans le tristement célèbre triangle des Bermudes, qui se situe dans l'océan Atlantique. Les tempêtes convergeant de plusieurs directions dans cette zone mystérieuse augmentent la probabilité de formation de vagues scélérates. Ces vagues peuvent atteindre une hauteur de 30 mètres et pourraient théoriquement abattre un avion, en plus de renverser les navires. Il existe deux théories principales pour expliquer la formation des vagues scélérates. La première est la théorie de l'addition linéaire. Elle suggère que des vagues se déplaçant à différentes vitesses à travers l'océan se croisent et s'associent, créant ainsi une vague scélérate encore plus puissante. La seconde théorie est celle de la focalisation non linéaire, qui suggère que les vagues se déplacent en groupe et partagent leur énergie lorsqu'elles sont proches les unes des autres. Parfois, cet échange d'énergie aboutirait à la formation d'une vague scélérate. Pour prédire la formation de ces vagues monstrueuses, les scientifiques auraient besoin d'un système radar innovant afin de surveiller continuellement les vagues autour d'un bateau. Ce système collecterait toutes les données et les intégrerait dans un modèle mathématique sophistiqué, reproduisant en temps réel l'état de la surface de l'océan. Ce modèle devrait recalculer la situation de surface toutes les 5 minutes pour avertir l'équipage de l'approche d'éventuelles vagues extrêmes. Un tel système n'existe pas encore, mais à mesure que les scientifiques étudient davantage le phénomène des vagues scélérates, les mathématiciens pourraient développer un moyen de nous alerter à leur approche. Le terme de vague surprise est parfois utilisé comme synonyme de vague scélérate. Mais les océanographes affirment qu'il existe une différence. Les vagues scélérates se produisent principalement en pleine mer, tandis que les vagues surprises se forment près du rivage. Également connues sous le nom de vagues dormantes ou king waves en Australie, elles déferlent beaucoup plus rapidement que les vagues habituelles lorsqu'elles approchent de la côte. Elles apparaissent toujours sans avertissement après des vagues plus petites et peuvent être très puissantes, entraînant les nageurs plus loin dans l'océan. Mais le pire, c'est qu'elles sont capables d'engloutir les promeneurs de la jetée, même lorsqu'ils se trouvent sur un promontoire. Les chercheurs de l'Université d'État de l'Oregon ont découvert que les vagues dormantes se formaient lors de tempêtes au large, qui transfèrent l'énergie éolienne à la surface océanique. Avec toute cette énergie, plusieurs vagues se rejoignent et se chevauchent pour former une seule vague monstrueuse, qui s'élève plus haut et progresse plus loin sur le rivage qu'une vague ordinaire. Un autre élément qui rend les vagues dormantes particulièrement dangereuses est leur imprévisibilité. Les pêcheurs, les surfeurs et tous les gens qui vivent de l'océan savent généralement quand et quoi éviter en termes de grandes vagues. Mais avec ces vagues furtives, cette logique n'a pas cours. Il n'y a pas de période spécifique de l'année où elles soient toujours plus actives, mais en rassemblant quelques données, on constate qu'il est plus probable de rencontrer l'une de ces vagues entre avril et octobre, avec un pic entre octobre et novembre. Les vagues déferlantes charrient d'énormes quantités d'eau, de sable et de gravier, capables de remplir vos chaussures en quelques secondes et de vous emporter si vous vous trouvez sur le rivage à ce moment-là. Ces monstres marins peuvent également déplacer d'énormes troncs d'arbres, créant un danger supplémentaire.